Vous écoutez Puck Rétro, un podcast sur l'histoire du hockey. Épisode 2, le Carnaval de Montréal, le premier tournoi de hockey de l'histoire, partie 1. Écrit et réalisé par Gabriel Marcil. Fais-tu ça que... Non. Attends une minute. Que les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu à Chamonix en 1924? Fernand, non, mais ça fait 3 fois que je vais te le dire. Là. Je vais te le dire, là. On dit pas Chamonix, on dit Chamonix. On dit-tu Astérix ou ben non Astérix? On dit-tu Grand Prix ou Grand Prix? Ah, Fernand. Comme on dit, les goalers, c'est des drôles de bébites, hein? Bienvenue à Puck Rétro. Dans le film Les Boys 2, la troupe de hockey dirigée par Stan s'envole pour l'Europe. Destination, Chamonix. Les gars s'y rendent pour participer à un tournoi de hockey amateur et tenter de gagner le trophée tant convoité. Puis si vous voulez un truc pour vous rappeler des 10 provinces canadiennes, il n'y a pas meilleur enseignant que Tiggy et ses 10 shooters de vodka pour s'en rappeler. Hey, c'est pas un beau sujet à amener, ça? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Un peu comme dans le film Les Boys, moi aussi je fais partie d'une équipe de hockey de garage, puis on est allé faire un tournoi de hockey à Lake Placid en mars dernier dans l'État de New York. Puis pour de vrai, là, c'était malade, on a gagné la médaille de bronze, on jouait le match pour la 3e place, puis même si il valait pas grand-chose rendu là, on perdait 3-1, puis il restait 2 minutes à la 3e période. Là, on marque un but, on est comme, ok, c'est 3-2, on a encore une chance. Il reste 50 secondes, on enlève notre goaler. Là, on bourdonne parce que notre équipe s'appelle les Bourdons. Fait qu'on bourdonne devant le net, clac. Il reste 1 seconde, on marque un but. 3-3, on s'en va en prolongation. Puis notre Bob national, il part en échappée. Clac, fait une feinte devant le goaler. On gagne, pour vrai. On a tellement hurlé au loup, là. C'était vraiment un moment, là, inoubliable. Sauf que j'ai perdu ma médaille. De nos jours, les tournois de hockey ou de n'importe quel autre sport d'ailleurs s'érigent à la manière d'îlots d'expérience. Plusieurs joueurs se rassemblent au même endroit, de différents niveaux, provenant de différents patelins du monde, dans le but de se mesurer l'un à l'autre, dans le but de déterminer quelle équipe est tout simplement la meilleure. Une chose est certaine, c'est que les tournois arrivent à rendre l'exercice sportif comme étant quelque chose de sérieux. Dans ce genre d'événement-là, il y a certes évidemment l'amusement, la fraternité, les souvenirs, l'expérience, mais par-dessus tout, quiconque participe réellement à un tournoi sportif ne convoite en réalité qu'une seule chose, la victoire et le trophée qui y est associé. Aujourd'hui, à Puck Rétro, on va aller au milieu de la décennie 1880, plus précisément entre 1883 et 1885. Parce qu'aujourd'hui, on s'en va explorer le tout premier tournoi de hockey de l'histoire, le Carnaval de Montréal. Tel que mentionné lors de l'épisode précédent, le hockey tire ses origines et ses influences de plusieurs sources et de plusieurs horizons. Sur le plan de la technique, c'est-à-dire sur le plan de la manière, de la forme et des règles dont le hockey est composé, ce sont différents jeux de bâton et de balles joués depuis longtemps parmi les sociétés établies sur les îles britanniques. C'est le jeu de la crosse, le rugby et l'application du patin sur glace qui constituent les 4 grands piliers ayant laissé ses traces sur le fonctionnement du hockey. Je jouais pas à tête baissée. C'est bien simple, baptême. Homme pour homme, on est meilleur de tous les maudits clubs de la Ligue. Ouais, c'est vrai, on est les meilleurs de la Ligue, Calvaire. Les meilleurs, c'est les Chiefs. Ouais. Le premier match de hockey organisé et documenté de l'histoire prend place le 3 mars 1875 au Victoria Skating Rink à Montréal. Pour reprendre les idées de l'historien Michel Vigneault, le match du 3 mars 1875 arrive un peu à la manière du Big Bang cosmique. C'est-à-dire que tout le processus évolutif que va connaître le hockey organisé par la suite découle spécifiquement de cette date-là et que lorsqu'il a lieu, au moment où il a lieu, personne ne soupçonnait le niveau d'expansion et le déploiement culturel, identitaire, commercial, économique, professionnel, technologique et international que connaîtra le hockey
au cours des décennies qui vont suivre. À titre de comparaison, environ au même moment de son histoire, le sport de la crosse était bien plus populaire que le hockey. Le Canada était un pays tout neuf depuis 1867 et derrière le rideau de sa décolonisation progressive avec la Grande-Bretagne, il était important surtout que le pays se dote de référents communs forts et de symboles distincts du reste des autres empires anglo-saxons comme la Grande-Bretagne et les États-Unis. En ce qui concerne le développement de la crosse, une des figures marquantes derrière l'ébauche de sa popularité était le docteur George Beers. Né à Montréal en 1843, George Beers était d'abord un dentiste, mais il prendra sa place sur l'espace public canadien en tant que grand promoteur sportif. George Beers avait été initié à la crosse dès l'âge de 6 ans et se spécialisa dans le poste de gardien de but. En 1867, il va même mener une campagne publicitaire cherchant à officialiser le sport de crosse comme le sport officiel du pays. Son objectif ne sera pas rencontré, mais cette année-là, le nombre de clubs de crosse va passer de 6 à 80. Ce sport-là attirait des foules de plusieurs milliers de spectateurs. George Beers publiera aussi un livre intitulé « Lacrosse, the National Game of Canada », un livre qui avait pour mission de clarifier le jeu et d'en faire un symbole de l'unité canadienne. Ah, mais qu'à cela ne tienne, malgré ses efforts, malgré ce départ canon, et bien que la crosse existe encore aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que son impact commercial, symbolique et culturel est de loin inférieur à celui que représente le hockey aujourd'hui. Ainsi, l'histoire est imprévisible et irrégulière. Or, la clé derrière la compréhension de l'histoire du hockey à ses débuts est donc de découvrir comment le hockey parvient à se développer, de quelle manière il se développe, de quelle manière il se diffuse et comment il arrive tranquillement à s'affirmer et à s'intégrer en tant que vecteur culturel, identitaire et économique majeur dans l'espace canadien de la fin du 19e siècle. En histoire, on utilise souvent le concept de périodisation, c'est-à-dire un découpage du temps en fonction de moments marquants, pivots, importants, qui permettent de structurer l'évolution d'un phénomène en phases, en segments, en périodes ou sous-périodes. L'historien Michel Vigneault, encore une fois, qui est soit dit en passant le premier à avoir fait des études majeures sur le développement du hockey depuis son commencement, il a publié une thèse de doctorat en 2001 intitulée « La naissance d'un sport organisé au Canada, le hockey à Montréal, 1875 à 1917 ». Dans son étude, Vigneault découpe l'ensemble de sa période en 4 sous-périodes plus précises. La première, allant de 1875 à 1885, donc les 10 premières années du hockey, est la sous-période qui fera l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. La deuxième sous-période va de 1886 à 1903, une sous-période que Vigneault appelle le moment de diffusion du hockey. La troisième sous-période va de 1904 à 1909, un moment de l'histoire du sport au Canada marqué par une guerre idéologique entre deux grandes philosophies de la pratique sportive, à savoir l'amateurisme et le professionnalisme. Nous y reviendrons dans un épisode ultérieur. Et enfin, la quatrième période, de 1910 à 1917, symbolique d'une grande croissance commerciale du hockey. L'année 1917 marque la création de la National Hockey League et enracinera le hockey autour d'une stabilisation, d'une spectacularisation et d'une institutionnalisation très forte en Amérique du Nord. Un grand sage a déjà dit « Si vous voulez comprendre une société, regardez à quoi elle joue. » Ce proverbe rappelle en fait que les sports sont toujours intégrés au reste de la société. Ils sont tributaires de ce qui se passe aux alentours. Afin de mieux comprendre les 10 premières années de développement du hockey, faisons un bref survol du contexte socio-historique dans lequel le hockey va grandir. Sur le plan technologique, le Canada va connaître une grande ascension de son réseau ferroviaire. Le chemin du Grand Tronc
construit et terminé en 1860, de même qu'avec la construction du pont Victoria l'année précédente, reliait donc depuis déjà quelques temps Montréal à Toronto et ce jusqu'à Halifax. En 1879, cependant, le chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa and Occidental se termine. Ce chemin de fer deviendra la pierre angulaire laquelle permettra à des équipes de Montréal d'aller affronter des équipes de Québec et d'Ottawa et vice-versa. Enfin, en 1885, on procède à l'ouverture du Canadien Pacifique, lequel unira le pays ad mare usque ad mare, d'un océan à l'autre. En 1861, la Montreal City Passenger Railway Company est mise sur pied. Elle devient la Montreal Street Railway en 1886 avec 6 lignes est-ouest et 3 nord-sud. L'électricité devient aussi une nouvelle source d'énergie qui sera nécessaire non seulement aux industries, mais aussi à la population. Le gaz était alors la seule source d'éclairage avec les bougies, mais comportait des risques d'incendie. Les premières rues montréalaises seront éclairées en 1886. Dans un autre ordre d'idées, l'implantation du télégraphe au Canada au cours des décennies 1850 et 1860, la mise en place d'un réseau télégraphique permettait d'envoyer des signaux à travers un câble métallique enfoui sous la terre. Toutes ces innovations en viennent à la fois à rétrécir et à unir la spatialité canadienne. Ces mêmes innovations technologiques confortent également Montréal comme ville épicentre située au cœur d'un vaste territoire canadien, organisé de plus en plus de manière réticulaire, c'est-à-dire à la manière d'un réseau, un réseau en devenir. Au cours du dernier tiers du 19e siècle, les manias de l'industrie de la presse établissent un nouveau modèle d'affaires qu'ils nomment le New Journalism. La plupart des journaux passent de l'hebdomadaire au quotidien. De plus en plus de journaux populaires à grande échelle comme le Montreal Daily Star prennent de l'ampleur. Ça a l'air niaiseux, mais à cette époque-là, les journaux, c'est le seul moyen de s'informer quand on y pense. Donc c'est très important comment ça se développe. Still, le hockey n'engendrera pas vraiment d'enthousiasme sur le plan journalistique à Montréal durant cette période. Les nouvelles et rubriques sur le hockey étaient plutôt rares et lorsqu'un annoncement devait être fait, il se glissait quelque part plus souvent qu'autrement dans la section des actualités courantes. Et il faut le dire également, encore jusqu'au début des années 1880, les sports d'hiver les plus populaires étaient la raquette et le patin tout simplement. Le déploiement d'une culture sportive organisée appartient aux élites bourgeoises anglo-protestantes, lesquelles ont les ressources, les connaissances et le temps pour penser et organiser de nouvelles organisations et structures sportives. Bref, attaché à son contexte historique, relié aux gens avec du pouvoir qui le façonnent en premier lieu, affilié à la localité dans laquelle il émerge et soumis à ses propres conditions économiques, technologiques et philosophiques, ainsi naîtra et grandira le hockey et une manière bien particulière de jouer au hockey s'instituera comme étant la manière de jouer au hockey. Mais combien de matchs a eu lieu durant les premières années du hockey? Avant le Carnaval de Montréal, on dénombrait un total de 24 matchs de hockey qui s'étaient joués entre 1875 et 1882. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que sur les 8 premières années du hockey, on jouait en moyenne 3 games par saison. Les matchs avaient lieu soit au Victoria Skating Rink ou sinon sur une patinoire aménagée sur le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que la réfrigération artificielle va être inventée juste un peu plus tard, à la fin du siècle. L'ensemble de ces matchs prendront l'allure de défis. Et ces défis-là vont être lancés la plupart du temps par une équipe qui désirait en affronter une autre, tout simplement, mais de façon amicale. Le but de ces défis-là, pour les hommes impliqués dans le hockey, était de s'auto-valider dans leur statut social de bourgeois, hommes d'affaires, riches. C'était aussi une manière d'affirmer leur masculinité, mais pas la masculinité d'aujourd'hui, celle de l'époque. Une masculinité plus gentleman, plus honorable, plus distinguée.
Les matchs de hockey furent d'abord organisés par les étudiants de l'université McGill, mais rapidement, la patinoire Victoria va former son propre club de hockey, le Victoria Hockey Club. Le Victoria Hockey Club va être d'une grande importance et on va le voir plus loin, là, va participer au premier tournoi de hockey organisé par le Carnaval de Montréal. Puis parmi ces 24 premiers matchs-là, il y a des anecdotes et des faits divers intéressants qui permettent de comprendre comment le hockey était joué puis comment ça se passait. Le 27 février 1877, dans un match opposant les équipes St. James aux Metropolitans, qui représentaient respectivement le club privé du même nom, la température était plutôt douce cette journée-là et la glace avait été ramollie de manière évidente. Par conséquent, on raconte que les joueurs tombaient très souvent sur la glace et que pour un étranger, un spectateur pas très familier avec les règlements, toutes ces chutes semblaient faire partie des règlements du jeu. Ah, c'est une vraie honte, ces trois gars-là? Un premier club de hockey va être fondé à Québec en 1880. Comment il s'appelait? Le Québec Hockey Club. Et le premier match de hockey entre un club de Québec et un club de Montréal va avoir lieu le 22 janvier 1881, et ce, à Québec, au Québec Skating Rink, qui eux aussi s'étaient construit un aréna pour le patin. Le premier match de hockey joué à Montréal, mais sur une autre patinoire que le Victoria Skating Rink, fut au Crystal Palace le 19 février 1881. Le Crystal Palace était situé sur le Fletcher's Field, qui est aujourd'hui le parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal. Il y a des terrains de volleyball et beaucoup de parcs à chiens. Le Crystal Palace avait été construit initialement pour la pratique du curling, mais va fonder plus tard sa propre équipe de hockey aussi, le Crystal Hockey Club. Autre fait cocasse, lors d'un match qui s'est tenu le 6 février 1876 entre le Victoria Hockey Club et le Montréal Football Club. Car oui, les clubs de football et même les clubs de rugby et clubs de crosse aussi jouaient au hockey des fois parce qu'il y avait juste tout simplement pas assez de clubs de hockey officiels. Le journaliste qui va écrire le lendemain dans le journal de Gazette va dire que lors de ce match-là, il y avait beaucoup de collisions et que ça faisait beaucoup rire les gens. Comme quoi le hockey au début, ça avait l'air quasiment clownesque. Là. Le monde se rentrait dedans parce qu'ils savaient pas breaker, la glace était molle, puis les patins, c'était pas comme aujourd'hui, c'était souvent une lame fixée à une chaussure. Dans le résumé du match, le journaliste écrit à un moment donné que, sorti d'un scramble, la puck glissa jusqu'aux pieds de deux young ladies qui regardaient le sport debout dans la plus grande joie. Les joueurs tentèrent de récupérer l'objet glissant, mais dans la plus grande awkwardness, trébuchèrent sur les cuisses des spectatrices. Ils ont fait exprès, je suis sûr qu'ils ont fait exprès. Enfin, lors de ce même match du 6 février 1876, c'est une des rares fois où l'on fait mention d'un comportement disgracieux venant de la part d'un joueur. Lors de ce match-là, on raconte qu'un joueur du nom de Fraser ne se gênait pas pour utiliser du roughness sur ses adversaires et qu'il n'était pas vraiment respectueux des règlements. Ce qui était hautement mal vu parce que ces matchs-là étaient organisés de façon amicale, intra-universitaire, parmi des gens issus de la même classe sociale. Mais lorsqu'on dit que Fraser ne respectait pas vraiment les règlements, quels étaient donc ses premiers règlements du hockey? La première fois qu'un livre de règlement du hockey va être publié et accessible, ça va être le 27 février 1877. Un article avait été écrit dans le journal de Gazette montrant les règlements du hockey. Conformément à l'idéologie bourgeoise canado-britannique, les premiers administrateurs du hockey chercheront la standardisation et la formalisation du sport. Les Anglais, ils aimaient ça quand tout était ordonné, standard, reproductible, clair,
car ça leur donnait l'idée selon laquelle ils étaient supérieurs et plus intelligents sur le plan civilisationnel, et d'arriver à reproduire, répliquer, mimiquer les mêmes règles de jeu d'une fois à l'autre, ben c'était bien vu. Avant le hockey, des règlements et des chartes avaient été pensés et écrits pour le curling, le rugby, la raquette, la crosse et d'autres sports. Évidemment, le hockey d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le hockey originel. Aujourd'hui, dans les cartables officiels de la NHL, on recense plus de 120 pages de règlements, lesquels spécifient et précisent le jeu dans ses moindres détails. Le jeu, depuis sa création, va évoluer, va progresser au cours des décennies. Mais de quoi ça avait l'air une game de hockey à ses tout débuts? D'abord, chaque équipe avait 9 joueurs. À des degrés variables, il y avait 4 attaquants, 2 cover points ou 2 halfbacks, 2 points ou 2 backs, des positions qui provenaient du rugby, et enfin un gardien de but. La position de gardien de but était une transposition qui venait de la crosse. Au sujet des buts, justement, à noter que les filets vont être ajoutés seulement vers 1897, donc quand même plus tard. Au commencement, les buts étaient constitués de 2 bâtons en métal, souvent placés à 8 pieds de distance l'un de l'autre. Le but du jeu était de faire rentrer la puck ou la balle entre les 2 bâtons, ça n'a pas changé. Et à chaque fois qu'elle rentrait, les équipes changeaient de côté. Les parties duraient généralement 2 périodes de 30 minutes, avec un entracte de 10 minutes, puis aucun changement n'était possible à moins d'une blessure. On pouvait aussi s'entendre sur la durée du match avant que la partie commence. Un match de hockey commençait par ce qu'on appelait un bully ou un face au centre de la glace, un peu comme aujourd'hui une mise au jeu ou un face-off. Toutefois, la puck ou la balle, dépendamment des fois, était déjà placée au milieu de la patinoire. La partie commençait lorsque l'arbitre criait « Play !» Puis à ce moment-là, les 2 centres tapaient leur bâton pour récupérer la rondelle. Puisqu'il n'y avait pas de bande, mais seulement un rebord d'environ quelques pouces de haut qui délimitait la glace, il existait aussi quelques règlements pour la remise au jeu dans le cas où la puck ou la balle sortirait du jeu. Lorsque la puck quittait l'arène à l'un des 2 bouts de la patinoire, alors là, la partie devait reprendre par un bully, un face-off, situé à 15 verges de la ligne des buts. Par contre, si la puck venait à sortir de la patinoire mais sur le côté, alors à ce moment-là, un joueur de l'équipe adverse pouvait repartir le jeu à l'endroit où la puck était sortie sans avoir à faire de mise au jeu. Un peu comme au soccer aujourd'hui quand le joueur remet le ballon en jeu avec une touche à son équipe. Un des éléments les plus importants du livre de règlement de 1877, c'est le concept de offside. En fait, au hockey, depuis son commencement, et ce jusqu'à l'année 1918, donc durant les 43 premières années de hockey, c'est long 43 ans, il était interdit de faire une passe par en avant. Le livre de règlement stipulait en effet que lorsqu'un joueur était en possession de la puck ou de la balle, aucun autre de ses coéquipiers ne pouvait être devant lui. Comme c'était écrit dans le règlement, « A player must always be on his own side of the ball ». Cette règle-là provenait du rugby où, au rugby, il est encore interdit aujourd'hui de faire une passe par en avant. Toutefois, cette règle-là va créer de nombreux problèmes au hockey parce que les dimensions du terrain vont être plus petites et la vitesse du jeu plus élevée. Cette règle-là va faire l'objet de nombreuses critiques tout au long de l'évolution du hockey et c'est pourquoi elle va éventuellement être abandonnée en 1918. Ensuite, le livre de règlement de 1877 précise qu'il était possible de neutraliser la puck, mais qu'elle ne pouvait pas être transportée par aucun membre du corps, mis à part le bâton. Aucun joueur avait le droit de lever son bâton plus haut que la hauteur des épaules. Il était interdit de charger par derrière, de faire trébucher ou de kicker la puck ou la balle d'aucune façon. Et si, par exemple, un joueur venait à renverser ou à frapper un autre joueur, on jugeait que l'acte était accidentel ou involontaire et on reprenait la partie avec un bully, un face-off. Ça veut dire que le concept de pénalité, de punition ou d'expulsion existait donc pas vraiment encore. À vrai dire, avec la venue des sports modernes en Occident comme le hockey par exemple, les sports sont tous pratiqués selon la notion du fair play. Il faut rappeler que les gens qui jouent, c'est des anglophones, protestants, issus d'une classe bourgeoise, élitiste, et qui était inconcevable pour ces messieurs qui puissent jouer sans être des gentlemen. Jouer de manière fair, jouer avec fair play, ça voulait dire jouer de manière gentleman. Ce qui voulait dire respecter les règles.
respecter les règles du jeu, respecter l'arbitre et respecter ses adversaires. Le contrôle des émotions, le contrôle de soi et le fait de jouer conformément au règlement étaient vus comme quelque chose de gracieux, courtois, respectable. Enfin, afin de réguler l'ensemble du jeu, il y avait un arbitre et un umpire dont la mission n'était pas de punir, de sévir, mais plutôt de s'assurer que la partie se déroule convenablement. Alors voilà, lors de cette première partie de 2 épisodes sur le Carnaval de Montréal, on a mis en contexte le développement des premières années du hockey. On a parlé des innovations urbaines, des premiers matchs de hockey, des premiers règlements et de la manière dont tout ça a été orchestré. Lors du prochain épisode, il va être question du fameux tournoi de hockey du Carnaval de Montréal dont la première édition a eu lieu à l'hiver 1883. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous donne donc rendez-vous bientôt pour la partie 2. Ciao!